Cette fois, je vous propose qu'on aborde par la petite porte le domaine des drones. Alors comme vous le savez sans doute, c'est quelque chose qui est en plein développement actuellement. On en trouve déjà plusieurs centaines de modèles différents. Les constructeurs sont essentiellement américains et chinois. Et ils sont vendus à des fourchettes de prix relativement larges parce que ça commence à peu près à 30-40 euros pour s'initier. Mais c'est encore considéré comme des jouets. On passe ensuite sur des systèmes plus autonomes à 700, 800, 900 euros pour aller vers des aéronefs déjà considérés comme semi-professionnels à 1500, 1800 et plus. Et enfin, on a la catégorie Pro qui est au-dessus de 2000, 2500 euros. Alors cette fois-ci, je ne vais pas m'attarder sur l'univers des drones, quadcoptères, hexacoptères, etc. parce que c'est pas vraiment le sujet du jour. En revanche, je m'y attarderai quand je vous présenterai dans une autre vidéo un modèle Walkera, le fabricant chinois, qui peut être considéré comme semi-professionnel. Là, j'ai plutôt envie de vous présenter un mini-drone quadrimoteur très populaire dans la tranche en dessous des 100 euros, qui est selon moi parfait pour l'initiation et l'apprentissage des bases du pilotage. Par exemple, c'est avec celui-là que j'ai appris à piloter pour pouvoir ensuite passer à un drone plus gros. Il s'agit du Upsun X4, dont ce modèle en particulier comporte une caméra à l'avant qui permet d'enregistrer les vols sur une carte micro SD. Et vous voyez qu'il est plutôt conseillé à partir de 14 ans et plus. Donc je vais vous le faire découvrir et on va aussi le décortiquer un tout petit peu pour voir ses composants internes sans trop lui faire de mal. On s'attardera également brièvement sur sa radiocommande. Mais avant ça, je vais quand même vous expliquer comment fonctionne un quadcopter de ce type. Voici brièvement les 8 éléments fondamentaux pour obtenir un drone quadrimoteur standard. On a le châssis en forme de croix symétrique qui se veut assez léger et relativement solide. Les 4 hélices parfaitement proportionnées, 2 opposés tourneront dans le sens horaire et les 2 autres dans le sens anti-horaire. Les 4 moteurs brushless pour la propulsion, les plus puissants pouvant aisément dépasser les 10 000 tours minute. Les variateurs de vitesse qu'on appelle ESC, un par moteur qui conditionne leur réactivité, généralement ils travaillent aux alentours de 450 Hz. Le contrôleur de vol qui n'est autre que le cœur de l'appareil chargé de le stabiliser en analysant diverses données en temps réel. Le récepteur qui va de pair avec la radiocommande et qui est là pour convertir les signaux radio en signaux électriques pour le contrôleur de vol. La radiocommande qui va donc permettre de diriger l'appareil et qui transmet à son récepteur les signaux de roulis, tangage et lacet. Et enfin la batterie au lithium pour alimenter le drone avec son chargeur. Il y en a pour tout type de tension et capacité selon l'usage du drone. Maintenant je vais vous expliquer comment ça se passe électroniquement au niveau du contrôleur de vol pour que le drone puisse voler. Le récepteur reçoit donc le signal radio transmis par la radiocommande. Ce signal contient les informations de position des manettes décrites par modulation à largeur d'impulsion sur plusieurs canaux. Plusieurs capteurs dont un accéléromètre, un gyroscope et parfois même un magnétomètre sont là pour fournir au processeur les informations qui lui permettront de corriger en temps réel l'assiette du drone en jouant sur les variations de vitesse des moteurs. Le processeur central, qui est la plupart du temps basé sur une architecture ARM, contient le logiciel qui va permettre de décrypter les signaux PWM du récepteur, intégrer les données fournies par les capteurs, calculer les bonnes valeurs de puissance par moteur et les encoder en nouveaux signaux PWM avant de les injecter aux ESC. Les ESC, donc les variateurs de vitesse, disposent d'un microcontrôleur capable de lire le signal PWM qui lui est assigné par le CPU afin de piloter un driver de puissance pour délivrer au moteur la puissance exacte nécessaire. Je vais terminer cette petite explication en abordant le comportement des moteurs les uns par rapport aux autres pour faire en sorte que le drone réponde bien aux commandes qui lui sont envoyées. Pour placer le drone en vol stationnaire, tous les moteurs doivent tourner à la même vitesse. Pour avancer, on ralentit les moteurs avant, comme c'est le cas ici sur l'illustration, et donc pour reculer, on ralentit les moteurs arrière. Pour se diriger vers la droite, on ralentit les moteurs de droite, comme c'est ici le cas, et inversement pour se diriger vers la gauche. Et enfin, pour faire tourner le drone sur son axe, on augmente la vitesse d'une paire d'hélices sur un même axe. Voilà, maintenant que vous avez compris la théorie, je vais vous déballer le produit et on va le décortiquer un peu. Celui-ci est tout neuf, on a donc dans la boîte la radiocommande, des hélices de rechange, le drone avec sa batterie et un câble USB pour le recharger. La prise en main de la manette est plutôt agréable, son design rappelle un peu celui d'une manette de jeu pour console PlayStation. Le compartiment des piles est de l'autre côté et elle est alimentée par 4 piles AA de 1,5 V.
Le quadrimoteur est bien évidemment minuscule, d'un moteur à l'autre pris transversalement il n'y a que 11 cm, mais sa conception et sa finition sont très bonnes pour cette gamme de prix. Vous avez en gros plan des moteurs brushless, et contrairement à ceux que l'on trouve sur les drones de taille normale, ceux-ci sont très fins et tout en longueur. Comme je le disais en intro, ce modèle comporte une caméra capable d'enregistrer sa prise au format AVI sur une carte microSD, et visiblement tout se passe sur un circuit autonome, on verra ça plus en détail quand je l'ouvrirai. La carte microSD s'insère donc ici, et la batterie se loge en plein milieu du corps du drone. Vous apercevez là le contrôleur de vol qui doit aussi à mon avis contenir le récepteur et les variateurs de vitesse vu la miniaturisation de la structure. Ce tout petit modèle de batterie délivre du 3,7 V avec une capacité de 380 mAh et pour la recharger on branche son câble USB à une alim 5 V. On va maintenant essayer d'en savoir plus sur ses composants. Bon, je m'en doutais un peu, le circuit de la caméra est autonome, mis à part le fait qu'il est alimenté par la batterie. Tous les composants du contrôleur de vol sont sur une même face, et je pense qu'il va être difficile de les voir à cause des fils des moteurs qui ont une longueur fixe. Mais on va quand même essayer. Alors voilà, bon, sans dessouder ces fils qui relient les moteurs et les LED à la carte, je ne pourrai pas la retourner puisque comme vous le voyez, leur longueur a été fixée pour qu'il n'y ait pas de débordement. Donc d'ici, on ne peut qu'apercevoir les circuits intégrés, mais je vais quand même faire en sorte qu'on puisse les analyser. Voici donc la carte retirée du compartiment du drone, et bien entendu il n'y a que des SMD, aucun composant traversant. Elle est alimentée en 3,7 V par ces deux fils. Ici, nous avons ce qui s'apparente à 4 transistors de puissance MOSFET utilisés pour réguler les moteurs. Ceci est le processeur ARM, il s'agit d'un microcontrôleur 32 bits Nuvoton. L'accéléromètre capacitif est celui-ci, il contient un gyroscope triaxial et un processeur de mouvement interfacé en I2C. Le circuit intégré transceiver radio et son antenne sont là, et l'antenne est bien évidemment intégrée à la surface même du circuit. Et ce quartz de 16 MHz sert à cadencer le transceiver et le CPU. Je ne sais pas à quelle fréquence tournent ces deux circuits, mais il est évident que le signal du quartz est fortement recyclé en interne pour obtenir les fréquences nécessaires. On jette maintenant un coup d'œil plus détaillé au circuit de la caméra. Donc, contrairement au contrôleur de vol, cette carte est double face et est aussi composée exclusivement de SMD. La caméra ici est reliée au connecteur par une courte nappe flexible. Ce quartz de 12 MHz doit servir à cadencer le processeur de l'autre côté. Ce boîtier est une mémoire flash Micron et nous avons là la circuiterie de conversion continue-continue pour la régulation locale. On va maintenant observer l'autre face. Et donc sans surprise, il y a un processeur dédié dont le code se trouve très probablement dans la mémoire flash de l'autre côté. Et vous voyez qu'ils ont volontairement effacé la référence au laser, bon ça sert à rien mais ok. Le capteur CMOS de cette caméra est calibré pour du 720p, mais franchement la qualité laisse plutôt à désirer, et le lecteur de carte microSD est directement plugué au processeur. Passons maintenant à la radiocommande. Donc, circuit imprimé double face avec quelques composants traversants, par contre ils sont tous regroupés sur une seule et même face. Et à première vue, le design semble assez soigné. Le stick analogique à 4 directions est constitué de 2 potentiomètres de 10 kΩ et d'un bouton poussoir central. La densité des composants est plutôt faible comme vous pouvez le voir. On a là un buzzer. J'ai compté 3 circuits intégrés sur ce système. Un premier ici qui est un composant ST Microelectronics. On a là un oscillateur à quartz de 16 MHz. Le second circuit intégré est ici, probablement le transceiver. Et au passage, vous avez un meilleur aperçu ici du mécanisme du joystick. Le troisième boîtier est carrément planqué sous l'affichage à cristaux liquides, donc il sera difficile de connaître sa référence. Ce premier boîtier TSOP à 20 broches est donc un microcontrôleur 8 bits ST Microelectronics cadencé à 16 MHz, le quartz est donc bien pour lui, contenant entre autres de la mémoire flash, une EEPROM, un convertisseur analogique digital sur 10 bits et une interface I2C. Ce composant ne peut être autre chose qu'un transceiver avec une antenne pour recevoir le signal venant du drone, elle est ici, et une autre pour émettre vers le drone, ici.
Et la logique voudrait que ce circuit intégré placé sous le LCD soit son driver. Et en effet, je pense que c'est le cas. J'ai noté qu'il y avait 2 emplacements non peuplés, U6 et U5. Les composants passifs autour ne le sont d'ailleurs pas plus. Et pour finir, juste un petit test de liaison et de démarrage. Je commence d'abord par allumer la radio. Elle scanne maintenant la présence de son drone. Et aussitôt qu'il est mis sous tension, la liaison est effectuée. Ils sont donc couplés. La première fois, il faut calibrer l'accéléromètre en effectuant cette manip. Voilà, le drone a réagi. Il est configuré avec une valeur médiane de 50. Je place la carte microSD et j'active l'enregistrement vidéo en appuyant sur ce bouton. Et voilà, il n'y a plus qu'à décoller.